Salut Michel, merci d'être venu. Milan. Je suis très ravi de te voir ce soir et je me souviens que des premiers jours que j'ai commencé avec Startup Weekend de Grenoble. Et maintenant, ça fait 5 ans que je viens là. Tu étais là, tu étais toujours là et j'ai déjà entendu qu'avant aussi tu étais là. Tu avais plusieurs casquettes, et je sais, et je veux que tu racontes tout. J'ai connu les Startup Weekend en 2010, je crois. 2010, à Lausanne, où j'ai été participant. J'ai fait le Startup Weekend et ça m'a bien intéressé. Et à cette époque-là, j'ai créé ma société aussi qui accompagne les startups technologiques. Et du coup, ça m'est tout à fait naturel de proposer des services au Startup Weekend Grenoble. Et donc, depuis le début, je suis coach au Startup Weekend Grenoble. Quand Annecy a lancé son Startup Weekend, je suis allé là-bas les aider. Quand Chambéry a lancé son Startup Weekend, je suis allé. J'ai fait les Startup Weekend sur Paris aussi. Enfin, bref, j'en ai fait quelques-uns. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une passion parce que mon métier, c'est l'accompagnement. Et en 54 heures, le but, c'est d'arriver à apporter une petite aide ou à me sentir utile par rapport à tous les groupes qui ont des idées merveilleuses et qui ont juste besoin d'être un peu cadrés pour aller vite, parce que 54 heures, ça passe très vite. Et donc, ils ont ce besoin-là et quelque part, en les aidant, ça me permet, moi, de me faire plaisir et puis de, quelque part, fournir un service. Ok. Est-ce qu'il y avait une différence cette année par rapport aux années précédentes? En tant que coach, quand tu as parlé avec les participants, est-ce que les publics sont pareils ou il y a une différence? Alors, cette année en particulier, non. Par contre, j'ai vu au fil des ans quelque part se professionnaliser les présentations. Et aujourd'hui, les gens qui pitchent ont des pitchs qui sont, même sur la minute du vendredi soir, sont des pitchs qui sont relativement aboutis, ou en tout cas avec des idées qui sont de plus en plus pertinentes. Quant au pitch du dimanche soir devant le jury, c'est des pitchs qui ont rien à envier à des gens qui sont dans des incubateurs parfois, qui ont des pitchs qui sont excellents. J'ai toujours été étonné par la capacité des personnes à partir d'une idée développée en 1 minute pour arriver à un pitch devant un jury qui parfois a plus rien à voir, qui parfois a développé, à bonifier, à glorifier cette idée-là de départ. Est-ce qu'il y avait des moments remarquables pour toi auprès des participants dans tous les Startup Weekend que tu as participé? Un côté plutôt génial. Ce qui me fascine, qui m'enthousiasme, c'est la capacité d'écoute, d'absorption et de transformation de ce que j'apporte, de ce que les coachs apportent dans les interviews. Et le fait de voir des gens qui, le samedi matin, sont à la rue, on se demande bien qu'est-ce qu'ils foutent là, pourquoi j'ai pitché, pourquoi j'ai été sélectionné, et qui, le dimanche, se révèlent complètement, et tous les petits conseils, apports qu'on a pu faire en tant que coach, au niveau de tous les coachs, d'un coup, ils sont bonifiés et ça donne quelque chose qui, waouh, c'est l'effet waouh qui arrive, quoi, par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment toujours jouissif, quoi. Je suis d'accord. Après, on peut aller plus loin. Je veux parler de ton parcours entrepreneurial. Pourquoi, comment et quand tu as fait tes premiers pas dans cette zone? On a combien là? On a 2 heures.
J'ai commencé en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle, ma carrière, dans les années 80. Et très rapidement, j'avais cet esprit entrepreneurial parce que j'ai monté 3 startups en IA dans les années 80-90. Une à Singapour, une en France et une aux US. Donc j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Ensuite, l'IA, à cette époque-là, il n'y avait pas le big data, il n'y avait pas les puissances de calcul qu'on a aujourd'hui, donc c'est un petit peu retombé. Tout ce qu'on avait promis, ça a été retombé. Donc derrière, l'IA est retombé. Les startups, j'avais fait 15 ans là-dedans, j'ai fait le tour, donc j'ai arrêté. Je suis parti dans des multinationales, donc j'ai fait des gros projets sur les équipes internationales, et ça pendant une dizaine d'années. Et ensuite, je suis arrivé dans un centre de recherche où là, j'ai vu des gens brillants, avec des technologies brillantes que je pouvais apprécier. Et pour ceux qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, les taux de succès étaient modérés, on va dire. Et j'ai pas compris, je me suis dit, les gens sont brillants, les technos sont super, pourquoi ça marche pas? Et à creuser les raisons de ce truc-là, je me suis aperçu que de façon directe ou indirecte, on en revenait tout le temps à l'humain. Et c'était un problème de cohésion d'équipe, d'ego, de mindset, de tout ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, faut accompagner tout ça, quoi. Donc, j'ai fait une formation de coach, j'ai fait une formation de médiateur. Et donc, j'ai créé ma boîte, donc, Cogiteo, pour accompagner les startups technologiques, puisque ça me parlait, sur les aspects humains, mais également business. Voilà ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Voilà ce qui m'a amené à cette passion-là, à la fois de créer des boîtes et de voir des gens créer des boîtes et de les aider à créer, parce que c'est quelque chose qui est jouissif, je crois que c'est le mot qui vient spontanément. Et puis également cette passion de l'humain, parce que pour moi, identifier et améliorer les rapports humains, parce que ce qui fait qu'une boîte réussit, c'est l'humain, hein. Ce qui fait que ça échoue, c'est l'humain aussi, quoi. On peut avoir une idée géniale, si derrière la cohésion de l'équipe n'est pas là, si des associés se tapent dessus, ça ne marchera pas, quoi. Peu importe l'argent, peu importe la techno, etc. Donc c'est vraiment ces aspects-là qui, pour moi, m'ont poussé vers l'entrepreneuriat et aujourd'hui faire ce métier-là. Est-ce qu'il y avait des moments où tu as vécu un petit ou un grand échec dans ton entreprise? Et comment tu as passé ce moment-là et comment tu te remotivé pour redémarrer? Ma première boîte, donc, je l'ai montée à Singapour avec un associé français aussi. Donc, on était 2 Français dans une boîte et on travaillait donc dans l'intelligence artificielle pour le gouvernement singapourien. Donc là, j'ai appris qu'effectivement, au bout d'un an, 2 ans, j'ai arrêté parce que j'ai appris que si tu ne connais pas le marché, si tu n'es pas bien introduit et tu as beau être le meilleur dans le domaine, ça ne suffit pas. Donc j'ai appris ça et puis je suis parti avec. La deuxième boîte, je l'ai montée sur Toulon, on était 5 associés. Et je me suis aperçu qu'effectivement la cohésion de l'équipe et l'alignement de l'équipe était important parce que on sait quelque part, on a vendu la boîte, j'ai provoqué la vente de la boîte parce qu'on n'était plus aligné entre la stratégie, quoi. Et donc la cohésion de l'équipe, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai appris à cette époque-là. Et la troisième, c'était aux US, où en fait les moyens qui étaient sur place n'étaient pas en adéquation avec les ambitions qu'on avait. Et du coup, on est arrivé avec des difficultés, quoi. Et donc, encore une fois, c'est mettre les moyens au service des ambitions, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc, en fait, chaque expérience entrepreneuriale, échec, on peut appeler ça échec, moi j'appelle ça événements qui m'ont permis de grandir et de ne pas les refaire par la suite. Mais derrière, ça te permet effectivement de monter en maturité sur ce domaine-là. Et aujourd'hui, la société donc je crée Cogiteo il y a une quinzaine d'années maintenant, c'est une société dans laquelle j'ai essayé de ne pas refaire les erreurs que j'avais fait avant. Alors là, je suis seul, donc, en termes de cohésion d'équipe, ça va bien. Voilà, je me discute rarement avec moi-même. Mais ça me permet aussi de comprendre ce que les autres traversent et de pouvoir être peut-être un peu plus pertinent sur le questionnement, sur l'accompagnement, sur éviter des erreurs qui sont évidentes pour certains et qui sont que les autres découvrent quand c'est leur première expérience, par exemple. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des erreurs dans notre... Je veux dire, si tu veux pas te tromper, il faut rien faire, quoi. Donc pour moi, l'échec fait partie du jeu.
les erreurs, c'est normal et je dirais c'est même salutaire parce que c'est à travers nos échecs, nos erreurs qu'on apprend le plus. Tu vois, si on a toujours tout réussi, peut-être c'est juste un coup de bol, quoi, et t'as rien appris, quoi. Alors que des échecs, des erreurs, ça nous permet de nous repositionner, de refaire un autre truc différemment, d'apprendre, et c'est comme ça qu'on avance. De toute façon, le monde est fait comme ça, l'environnement est fait comme ça, avec des aléas qui arrivent tout le temps et qui sont pas prévisibles. Donc, il faut bien gérer ça et faire au mieux, quoi. Si demain on te dit qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien du tout digital et intelligent, qu'est-ce que tu auras à faire? La même chose. J'ai pas entendu Internet, j'ai pas entendu les réseaux sociaux, j'ai pas entendu LinkedIn pour avoir mon réseau à moi, avec des gens que je côtoyais et qui me parlaient, en tout cas que j'avais apprécié. Donc je suis encore en contact avec des gens avec qui j'ai bossé en 86. Tu vois, voilà, et à l'époque, il n'y avait pas LinkedIn, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je veux reformuler ma question. Si on te dit le service, le coaching par exemple, qu'aujourd'hui tu proposes dans ta boîte, c'est plus possible à continuer, je sais pas, c'est bloqué, et tu as la chance de choisir d'autres domaines d'activité ou suivre d'autres idées que tu n'as pas encore réalisées, ce sera quoi ton idée alternative? Ce qui est clair en tout cas, c'est que pour faire le boulot que je fais aujourd'hui, j'ai pas besoin d'IA, j'ai pas besoin d'internet, etc. Discuter avec une personne en tête à tête, je veux dire, même pas besoin de téléphone. On discute et mon coaching se fait comme ça. Si demain je peux plus faire ce type de coaching, j'irai à la pêche. Je profiterai de la vie, je profiterai. Non, ben, on pense que, par exemple, tu veux faire un travail, mais tu n'as pas le droit de faire ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un peu comme une question piège. Avec ce type de question, je voudrais voir si on tenir les bras et les pieds, tu vas faire quoi? J'ai pas d'idée. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ma passion. C'est ma passion. Donc, si tu m'enlèves ma passion, moi, je te dis, j'irai à la pêche, quoi. Je me vois pas faire autre chose. Ça fait 40 ans que j'ai fait ça. Je me vois pas faire autre chose. Ok, il n'y avait pas une idée dans ta vie que tu as laissée pour l'avenir? Non. Ok. C'est tout ça, ok. J'irai faire du sport. Ça me va bien. C'est ma prochaine question. Est-ce qu'un entrepreneur, il faut investir son temps 100% dans son travail ou il faut avoir les activités sportives ou artistiques à côté, à ton avis? À mon avis, c'est clair que, je veux dire, à partir du moment où quand tu démarres une boîte, tu arrêtes ton sport, tu as tout faux, quoi. Parce que pour moi, être bien dans sa peau, être bien dans sa tête, c'est être bien dans sa boîte, quoi. Donc le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai arrêté la salle » ou « J'ai arrêté le sport parce que j'ai plus le temps », ben, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. Et continuer ces activités-là, continuer des activités extra-professionnelles, c'est pas parce que tu montes une boîte que tu dois faire une croix sur tes activités, que tu dois faire une croix sur ta famille, que tu dois faire une croix sur tes amis, quoi. Je veux dire, il y a des priorités dans la vie. Monter une boîte, c'est important, mais ta famille, ta santé, tes amis, c'est important, quoi. Est-ce qu'il y avait les moments dans ta vie professionnelle que tu dis que « Ah, ben, so why not me, pourquoi pas moi ?» Oui, tout le temps. Je crois que j'ai fait le calcul, j'ai fait 20 boîtes différentes, 20 sociétés différentes. Alors certains pourraient dire que je suis mercenaire, mais on n'a qu'une vie, jusqu'à preuve du contraire. Autant bien la vivre. Et ma philosophie à moi, c'est de dire à partir du moment où je ne m'éclate plus dans ce que je fais, dans la boîte dans laquelle je suis, dans ce que je fais, je ne reste pas, quoi. Ça tient qu'à moi de décider de changer, de faire autre chose. Je suis aux commandes de ma vie, quoi. En tout cas, je veux être aux commandes de ma vie. J'ai toujours agi comme ça. Et je te dis, c'est pour ça que j'ai changé tellement
souvent de boîtes, hein, soit des boîtes que j'avais créées, soit des boîtes dans lesquelles je suis rentré, parce que j'ai fait aussi pas mal de sociétés. Voilà, une fois que j'estime avoir fait le tour de ce que j'avais à apprendre, de ce que j'avais à faire, ou que je n'adhère plus à ce qui se fait dans la boîte, derrière, il me semble que c'est de notre responsabilité en tant qu'individu, en tant qu'être humain, de se dire, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans cet environnement-là, à faire des trucs qui ne m'intéressent pas, ou est-ce que je me prends en main, je gère la partie stress de dire, oh, putain, il va falloir que je me remette sur le marché du travail, où il va falloir que je me lance dans une aventure que je ne maîtrise pas. Mais qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? Tu vois, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Même si tu te plantes, que tu montes une boîte, que tu te plantes, ben, tu repars, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la routine, si l'aventure est dangereuse, la routine est mortelle, quoi. Tu vois? Et rester dans un endroit qui ne te convient pas, c'est juste gâcher ta vie, quoi. Si tu veux me présenter comme l'un des participants ayant participé pendant 5 ans et que tu me vois ici comme le retour d'un coach expert, comment tu me présentes? Avant tout, c'est un sourire. C'est un sourire, c'est une bonne humeur, c'est une convivialité. Pour moi, je t'ai toujours vu là, je t'ai toujours vu sur des projets en participant, hein, en aidant. Il y a une contribution qui a été faite à chacun de ces projets-là. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le participant idéal, quoi. Mais il y a cette volonté, cette envie qui fait plaisir à voir. Merci à toi. Dans cette partie, je vais demander à notre invité de participer 3 idées. Ces idées peuvent être les siennes ou celles de quelqu'un d'autre. Mais attention, il devrait présenter toutes les idées comme si elles étaient les siennes et les défendre comme telles. De votre côté, vous allez devoir devenir est-ce que c'est vraiment son idée ou celle de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle a déjà été mise en œuvre et rencontré du succès? Est-ce qu'elle a échoué? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une idée? Est-ce qu'elle a changé de direction? Ou est-ce qu'elle est en cours, tout juste en train de démarrer? La santé mentale est un problème majeur. Aujourd'hui, 25% des Européens ont eu ou ont un trouble psychique. C'est un pourcentage qui croît, qui grossit d'année en année. Adresser ce point-là, c'est une urgence et c'est une question de solidarité avec la population et avec l'humanité. Développer une application qui permettrait à chacun en stress, en dépression, en burn-out ou en situation d'inconfort, tout simplement, de pouvoir contacter très rapidement ses proches pour envoyer une notification instantanée sur mon état d'esprit ou mon état émotionnel de l'instant, de pouvoir avoir quelqu'un au téléphone. Quelqu'un m'a dit qu'il suffisait de 8 minutes de discussion avec un proche pour sortir du trou, pour remonter à la surface, je dirais. Ça me semble être une super idée. Okay. Deuxième idée. Deuxième idée, 1 million de personnes sourdes en France, 7 millions de personnes malentendantes. Ces personnes-là sont ostracisées parce qu'on ne peut pas communiquer, on ne peut pas interagir avec ces personnes. On gâche des compétences, on gâche des capacités, on met à l'écart du monde des personnes qui ont une capacité à communiquer. Bien sûr, il y a le langage des signes, qui est là, mais 100 000 personnes en France la parlent. Donc on est loin de cette idée. L'idée qu'on pourrait avoir, c'est à travers une application qui va détecter tout ce que je dis et qui va le transformer en image, par exemple, dans mon smartphone. Donc tout ce que je peux dire, mon smartphone va l'illustrer. Parfait, merci. Troisième idée. Le bruit est un problème majeur qui touche tout le monde dans la société et plus particulièrement les personnes qui travaillent dans des jobs qui vont leur péter les tympans
et qui vont provoquer des surdités plus ou long terme à cause de ce outil-là. Développer un outil qui permet de protéger ces gens-là du bruit, c'est super, ça existe, des protections auditives. Le seul problème, c'est que dans la plupart de ces jobs-là, on a besoin de communiquer. Et donc, pour communiquer en ayant ces protections auditives, ben, il faut une application, il faut un outil qui nous permette de filtrer ce bruit ambiant, qui est nocif, mais par contre laisser passer la voix, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir interagir, collaborer avec les collègues dans l'atelier ou dans l'usine, et qu'on va aussi être averti de danger. Donc cette application-là, cet outil-là peut sauver des vies et peut permettre une meilleure santé au travail. Parfait, merci à toi. On a hâte de connaître les réponses, t'es d'accord? Oui, bien sûr. Donc la première, c'était un pitch que j'ai entendu hier par une personne qui n'a pas été retenue, mais qui m'a touché parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui nous touche tous, de près ou de loin, et qui est vraiment un problème d'actualité pour lequel je pense les politiques ne font pas assez. Et de tout tard, avoir une population en bonne santé physique et mentale, c'est quelque chose qui me semble capital. Je vous engage à aller voir PSSM France, qui est Premier Secours à Santé Mentale, qui est un site qui nous permet d'avoir toutes les informations sur comment faire les premiers secours sur une personne qui est en détresse psychique. Ok, deuxième idée. La deuxième idée, c'est une idée que j'ai pitchée il y a quelques années. J'avais dit stop sur le coaching, je vais me mettre participant parce que j'ai cette idée dans la tête. Et c'est une idée que donc j'ai été sélectionné, j'ai monté le truc. J'ai pas gagné à la fin parce que c'est quelque chose qui est relativement complexe à développer. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des gens qui bossent à l'INRIA qui ont développé cette application-là et qui ont fait exactement ce que j'avais en tête. Donc, allez voir, ça s'appelle TikTok. C'est une très belle application qui nous permet d'interagir quand vous ne pouvez pas parler. Parfait, on est content de ça. Et troisième idée. Troisième idée, c'est quelqu'un qui a pitché ça au Startup Weekend, mais alors là, il y a un certain temps. Et aujourd'hui, ils ont monté leur boîte et ça marche bien. Et ils font ces applications pour interagir dans des milieux dans lesquels il y a énormément de bruit. Et ça protège les gens du bruit, donc ils ne peuvent pas être temps. Et en plus, ça leur permet d'interagir et de communiquer pour éviter les accidents qu'on peut avoir sur l'intérieur. Parfait. Petit récap, tu as présenté 3 idées qui ne t'appartenaient pas et tu as participé à la deuxième. Merci d'avoir participé à cette interview. Non, je te remercie, Emilia, pour cette interview. Ça me permet de faire la promotion de Startup Weekend. Vous avez tout à gagner, rien à perdre. Sur ce truc-là, vous avez juste un petit week-end à passer, à proposer une idée, et puis si elle est retenue, derrière, ça peut changer votre vie. Donc, encore une fois, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Je vous encourage fortement à essayer le Startup Weekend, que ce soit à Grenoble, où vous avez les meilleurs coachs, ou ailleurs, pas de problème. En tout cas, vous en avez partout des Startup Weekend. Merci Michel.